justement, ces ambitions, il faut les financer de par un modèle économique ambitieux. Et qui de mieux que M. Tmel Ferdaous, secrétaire d'État en charge justement de l'investissement de... Je vous prépare le terrain, Excellence. Donc, pour financer justement en fait ce modèle. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là et je vais être assez bref. Je veux juste rappeler que dans le modèle de développement, il y a non seulement le modèle de croissance, mais il y a aussi le modèle institutionnel. Et je crois que Sa Majesté, vous avez parlé du discours d'octobre, et Sa Majesté l'a rappelé dans un message à la Chambre des conseillers en précisant bien qu'on attend aussi un brainstorming sur le modèle institutionnel. Donc on ne peut pas améliorer ce qu'on ne sait pas mesurer ou nommer. Et je crois qu'il faut déjà qu'on se pose la question de savoir quel est notre modèle de développement actuel. Dans le monde, il y a plusieurs modèles en compétition. Je vais commencer par le modèle singapourien, qu'on peut appeler singapourien pour schématiser. C'est un modèle où vous avez une seule chaîne de commande, c'est-à-dire les gens qui sont nommés. Vous n'avez pas d'activité partisane, syndicale, etc. Il n'y a pas d'élection. L'idée, c'est que les gens sont nommés, il y a une chaîne de commandement, vous avez des KPIs, des facteurs clés de succès, puis des indicateurs de mesure de la performance. Voilà, les gens sont jugés là-dessus et ça percole de haut en bas des pouvoirs publics, de l'État, de l'organisation de l'exécutif, etc. Et ça, c'est un modèle qui a été inventé peut-être à Singapour et qui est aujourd'hui qui travaille très bien en Chine, qui fonctionne très bien aux Émirats, qui fonctionne très bien en Arabie Saoudite, en Égypte. C'est un modèle en soi. Comment fonctionnent les Chinois? Vous avez 80 millions de membres du Parti communiste qui eux-mêmes élisent quelques milliers de congressistes, qui eux-mêmes élisent une commission centrale de 300 et quelques personnes, qui eux-mêmes finissent par élire 7 sages qui sont au comité central de la commission militaire. Et donc, c'est les 7 personnes qui dirigent. Ça, ce modèle singapourien, il donne de l'efficacité économique à court terme. À long terme, seule l'histoire le dira. Je ne sais plus qui, on lui demandait son avis sur la Révolution française, il disait, je ne sais pas encore, je crois que c'est Mao, hein, c'est une citation apocryphe. Donc à long terme, on verra. Le modèle marocain, qu'on pourrait appeler aussi modèle tunisien, ou précédemment on disait le modèle turc, le modèle marocain, c'est un modèle où vous avez 2 chaînes de commandement. Vous avez les gens qui ont été nommés et vous avez les gens qui ont été élus. Et c'est un modèle de jeu coopératif. En théorie des jeux, vous pouvez avoir un jeu non coopératif ou coopératif. Dans notre cas, c'est un jeu coopératif où les gens élus et les gens nommés doivent travailler la main dans la main. Alors, et à toutes les échelles de la fonction publique, de l'État, etc. Et donc c'est très compliqué à faire. C'est l'expérience de cette complexité qu'on est en train de faire aujourd'hui au Maroc. C'est que c'est compliqué, c'est difficile, ça donne peut-être même moins de résultats à court terme que le modèle singapourien, mais en tout cas à long terme, on est tous d'accord ici pour dire que ça nous donne un espoir fou. Un espoir fou. Quand l'État n'est pas en guerre contre la société, les gens gardent espoir, ils se disent, bon, il y a peut-être quelque chose, peut-être pas ma génération, mais peut-être la génération suivante. Et l'idée de ce modèle où les gens élus et les gens nommés doivent continuer de travailler ensemble, elle est très constitutive de l'identité marocaine parce qu'on est une société qui est anthropologiquement favorable à un modèle de société qui est ouvert. On est une société multiculturelle, multilinguiste, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment un modèle qui est cohérent avec l'ADN de la société marocaine. Évidemment, ça ne donne pas de bons résultats à très court terme parce que c'est plus difficile de faire coopérer les gens. Mais grâce à cette coopération, vous pouvez assurer un meilleur avenir à moyen et à long terme. Alors moi, le point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui très rapidement, c'est la question du déficit d'engagement des élites managériales dans la fonction publique et dans les affaires publiques. Parce que ça fait partie de ça. Quelle est la différence entre ces 2 modèles singapouriens et marocains ou tunisiens? C'est la façon dont le modèle sélectionne les élites. Et n'importe quel modèle, n'importe quel business plan, n'importe quel projet, si vous jugez l'équipe avant de juger le projet, vous avez raison. Par contre, si votre projet est bon et qu'il est porté par une équipe qui est brinque-ballante, eh bien, vous avez des chances d'échouer. Et donc, la question, c'est de bien choisir l'équipe et de bien choisir les personnes qui vont être en charge de mettre en œuvre ce modèle, de façon à ce que vous puissiez avoir une méthodologie qui soit agile, que même si le projet n'est pas parfait, qu'on puisse le réajuster en cours de route, parce que vous avez une équipe. Quand vous avez le capital humain, vous avez tout.
Et donc, j'ai fait un petit exercice, j'ai regardé sur LinkedIn, vous avez à peu près 5000 diplômés de l'université Al-Akhawayn. C'est une très bonne université, anglophone, tout ce que vous voulez. On pourrait imaginer que ces gens-là sont massivement investis dans les affaires publiques, dans les agences, les établissements publics, les entreprises publiques, les administrations publiques, etc. Ben, j'ai fait un petit calcul simple, hein, vous pouvez le faire si vous voulez, j'ai trouvé que 4% seulement des 5000 diplômés d'Al-Akhawayn qui sont sur LinkedIn travaillent pour soit l'État, soit pour une agence publique, soit pour autre chose. C'est quand même assez effrayant. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait ce déficit d'engagement des élites managériales dans la fonction et les affaires publiques. Et en fait, il y a peut-être plusieurs pistes. La première piste, c'est que les différences de salaire, ça c'est intuitivement, on a tous bien compris que quand vous êtes directeur dans le secteur privé à Casablanca, votre salaire est entre 800 000 et 1,2 million à l'année, alors que dans une administration publique ou un établissement public, ben, vous êtes plutôt un étiage entre 500 000 et 700 000 dirhams si ça se passe bien. Un établissement qui reçoit ne serait-ce qu'un dirham du budget général de l'État a un niveau maximum de salaire qui peut donner à un directeur, je ne dirais pas lequel. Mais l'idée c'est que quand vous avez une telle différence de salaire de quasiment 50% entre le secteur public et le secteur privé, et bien, quel que soit le modèle de développement que vous allez avoir un problème d'exécution. Et c'est ce ça fait 20 ans qu'on dit ça au Maroc, on a un problème d'exécution. Et ça, il y a une partie de ce problème d'exécution qui provient des personnes qui sont en charge de mettre en œuvre les modèles. Le deuxième facteur, après les salaires, je crois qu'il y a un problème de passerelle entre les caisses de retraite. Vous savez que si vous êtes dans le secteur privé à Casablanca et que vous voulez faire 3 ans au service de l'intérêt général dans une agence publique à Rabat, eh bien, c'est 3 ans de perdu pour votre plan de retraite, parce que les deux caisses ne communiquent pas forcément. Il y a un autre facteur qui est encore plus évident, c'est le mode de recrutement. Et vous savez qu'il y a cette nouvelle stratégie pour le développement de la fonction publique. Le mode de recrutement, quand vous voulez être candidat à un poste de direction dans les affaires publiques, bien évidemment, ce sont des commissions qui sont publiques. Donc votre ancien employeur va savoir que vous êtes candidat, il y a tout un tas... Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et puis la dernière raison qui est vraiment à mon sens, c'est peut-être la plus importante, mais elle est tellement énorme qu'elle ne nous saute pas aux yeux. Moi, je la vis tous les jours parce que je fais la navette entre Casa et Rabat. C'est les 100 km qui entre Casa et Rabat. Je vous rappelle que le Maroc est un des rares pays dans le monde. J'en ai compté, il y en a 25. Il y a 25 pays dans le monde, sur 200 pays. Il y en a 25 dont la capitale administrative n'est pas la capitale économique. Et donc ce problème... Et sur les 25, il y en a la moitié qui sont des pays continents, type Australie, Brésil, États-Unis, Canada, des très grands pays, Kazakhstan, etc. Donc dans les petits pays qui ont une dissociation entre la capitale économique et la capitale administrative, eh ben on est à peu près une douzaine. Il y en a une douzaine dans le monde. La Suisse, la Turquie, etc. Et je crois que quand une personne du secteur privé veut aller travailler dans l'intérêt général, ben il doit d'abord convaincre son épouse ou son époux, il doit réinscrire les enfants à la crèche, il doit déménager 100 km plus loin. Et ça, pardon d'être un peu trivial, mais je pense que c'est un des facteurs, c'est le 4e, qui me semble très important à prendre en compte. Alors je ne dis pas qu'on va changer la capitale à Casablanca ou autre chose, hein. Je dis simplement qu'il y a des contraintes, il faut qu'on les voit en face, et qu'on comprenne qu'il faut qu'à un moment donné, ce modèle soit porté par des élites, et que ces élites, il faut qu'on essaie de les prendre parmi les meilleures générations de Marocains. Voilà, je vous remercie.